Bon, salut à tous. Merci d'être là avec nous. On est hyper heureux de donner le micro à Simo aujourd'hui, qui est le cofondateur de Folk. On va parler d'un sujet éminemment important dans le produit, qui est générer de la croissance, mais pas de manière traditionnelle avec des leviers externes. Non, il va plutôt vous présenter sa vision du product-led growth, qui consiste à générer des growth loops à l'intérieur même du produit. Je vois qu'il y a encore du monde qui se connecte, donc le temps que tout le monde arrive, je vais rapidement vous partager un update côté recrutement product. Vous le savez, avec TPC, on organise chaque mois une session pour vous aider à trouver votre prochain rôle en product management, product marketing, product design. Et sur la session de mai qui s'apprête à commencer, on a plus de 100 rôles ouverts au sein de Top Startup Tech. Donc évidemment, il y a eFounders dedans, mais on parle aussi de Open Classroom, Ornicar, Sendinblue, beaucoup d'autres. Pas mal de projets stylés aussi dans le Web3, les cryptos. Vous pouvez capter des intros avec toutes ces entreprises tech avec un minimum d'effort. Il suffit en gros de postuler en 5 minutes une seule fois sur le formulaire et sans CV. Et on va vous connecter directement pendant un mois avec des opportunités qui matchent vos critères. Donc, si c'est pertinent pour vous, Pauline est en train de vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà pour l'intro. Je vois que vraiment, il y a beaucoup de monde qui est déjà là. On va pouvoir commencer. Je vais te passer le micro, Simo. Si vous voulez, vous pouvez poser vos questions dans le chat pour Simo et on les posera juste après sa petite masterclass. À toi, Simo. Cool, bonjour à tous, hyper heureux d'être là. Merci Mehdi, Mathias, Pauline d'avoir organisé tout ça. Du coup, l'idée, c'est que je vais vous parler un petit peu de Folk aujourd'hui et de moi et de ce qu'on fait chez Folk. Comme vous allez pouvoir le voir, Mathias m'a obligé à faire une présentation que je comptais pas faire, mais du coup, elle est très succincte et assez simpliste. Mais bon, ça va nous donner une petite trame pour la discussion. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, à me couper. L'idée, c'est que ça soit interactif et voilà, on est parti. Du coup, pour commencer rapidement, quelques mots sur moi. Je suis un des cofondateurs de Folk. On est trois à avoir cofondé la boîte. On a été créé au sein du Founders. Je joue le rôle aujourd'hui de COO, ce qui veut dire à peu près tout et n'importe quoi. Et avant ça, je suis passé par McKinsey et j'ai notamment fait le Wagon, que vous devez certainement connaître, qui est le bootcamp de coding que j'ai fait en particulier parce que j'avais envie de mieux comprendre comment on est amené à construire un produit, comment est structuré un produit en termes de stack technique. Et c'est juste après le wagon que j'ai été amené à rencontrer Thibaut, qui est le cofondateur d'eFounders et qui, au moment où je l'ai rencontré, était en train de considérer de trouver une solution pour pouvoir mettre à disposition de toutes les boîtes du portefeuille d'eFounders que vous connaissez certainement, donc les Front, les Mailjet, les Spendesk, etc. La base de contact d'eFounders pour que ces boîtes puissent en bénéficier. Par exemple, tout leur réseau d'investisseurs, par exemple, tout leur réseau de business angels, par exemple, leur base de candidats qui sont des rockstars, par exemple, leurs contacts de journalistes, etc. Au moment où ils cherchaient une solution pour faire ça, ils ont considéré donc deux types de solutions. La première, c'est d'aller vers des CRM, c'est les outils qu'on considère en général quand on a besoin de gérer des contacts, mais qui étaient trop complexes à utiliser, qui étaient vraiment faits pour des flow de sales, alors que là, l'objectif, c'était vraiment de collaborer sur des contacts autrement que par des sales. L'autre typologie de solution qu'ils ont naturellement considérée à ce moment-là, c'est d'utiliser des spreadsheets ou spreadsheets améliorés, un peu comme des Notion, des Airtable ou simplement des Google Sheets, qui pour le coup sont super simples d'utilisation, c'est hyper simple de s'y onboarder, très flexible, mais où ça manquait de contexte. C'était impossible de savoir cette ligne, ce contact, qui le connaît, quels sont les derniers échanges qu'ils ont eu ensemble, quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, est-ce que la personne le connaît bien ou pas bien. Bref. C'est à ce moment-là que Thibaut avait pour objectif à recruter une petite équipe de développeurs pour créer ce qui s'appelait à l'équipe ContactX dont l'objectif était d'être cet outil interne qui allait permettre à eFounders de mettre à profit des entreprises qui sont passées par eFounders la base de contact d'eFounders.
Une fois créé, en mode vraiment MVP à usage interne, donc ce qui était assez marrant, c'est que toutes les boîtes autour commençaient à demander accès. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thibaut et qu'il a eu l'idée d'en faire un business à proprement parler et qu'on est amené à construire notre vision de ce que Folk devrait être. Cette vision, elle est partie du principe qu'aujourd'hui, la plus grande catégorie du SaaS, c'est les CRM, que le software le mieux valorisé dans le SaaS est Salesforce, et que pour autant, on a une conviction très forte par rapport au fait que ces CRM soient complètement dépassés. Qu'ils soient complètement dépassés pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est super compliqué de s'y onboarder. Une équipe prend en moyenne 3 mois pour s'onboarder sur un CRM. La deuxième chose, c'est que c'est très compliqué à customiser. On entend toujours des équipes des boîtes qui font appel à des équipes d'intégration pour les aider à customiser leur Salesforce, ce qui est un peu un non-sens aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on se soit habitué à utiliser des softwares en self-serve et à les customiser très simplement. Et le troisième point qui fait que les CRM sont dépassés, c'est simplement que ce n'est pas du tout plaisant d'utilisation. Si on se balade sur Twitter, on verra tous les jours des dizaines de personnes qui se plaignent d'un Salesforce qui soit lent, qui soit clunky, que le design ne soit pas polish, etc. Et en dépit de tout ça, en dépit de toutes ces problématiques, les CRM restent parmi les softwares les plus utilisés dans le monde de l'entreprise et la plus grande catégorie du SaaS, quand bien même on voit finalement un nouveau paradigme dans la manière avec laquelle on consomme du software en entreprise apparaître sous l'impulsion de boîtes comme Notion, comme Figma, comme Airtable, comme Shopify, que certains appellent no-code, mais qui est finalement un peu un mot barbare pour désigner le fait que ce soit des interfaces très très simples et en même temps qui permettent une grande profondeur d'intégration et de customisation. Nous, notre conviction et ma conviction personnelle, c'est que le no-code, ce n'est pas une catégorie de produits comme c'est présenté parfois. Voilà, on a ces catégories de produits qui sont des produits no-code, mais c'est plutôt un nouveau paradigme. C'est un paradigme qui va s'appliquer à toutes les catégories de software dans l'entreprise progressivement les uns après les autres et qui vont faire que on va s'habituer à avoir des outils qui sont très simples à comprendre, très simples à customiser et très simples à faire évoluer avec nous en fonction de notre business. Et c'est ça qui nous excite pour Folk, c'est qu'on ne va pas simplement réinventer Salesforce. L'objectif, c'est aussi, j'ai envie de dire, de démocratiser l'usage des CRM à tous les use cases pour lesquels c'était aujourd'hui trop complexe d'utiliser des CRM et donc on se rabattait sur des spreadsheets, on se rabattait sur des Excel. Donc voilà, c'est ça qu'on trouve assez marrant dans cette révolution du no-code. En quelques mots, rapidement sur Folk, aujourd'hui on est un peu moins d'une vingtaine de personnes et on construit ce produit pour lequel on a développé une stratégie produit en plusieurs blocs successifs. Et ça va nous intéresser, je pense. Les 3 blocs successifs sont les suivants. Le premier est de construire une database. Une database qui permet de centraliser, d'organiser et de partager ses contacts en tant qu'équipe pour les avoir à un seul endroit. Et donc, je vais pouvoir importer mes contacts depuis Gmail, depuis Google Contact, depuis Google Calendar, depuis LinkedIn, depuis des Typeforms avec lesquels j'échange avec des candidats, depuis des leads qui postulent sur mon Webflow. Bref, l'idée, c'est de centraliser, d'être cet endroit central où tous mes contacts sont stockés, où l'information importante par rapport à ces contacts est stockée, où je peux les partager avec mon équipe. Au-dessus de cette database, le deuxième bloc que l'on construit, c'est ce qu'on appelle des workflows. Donc, l'idée, c'est 3 typologies de workflows. Un, de pouvoir créer des vues custom, donc pouvoir créer des vues qui sont adaptées à mon job. Si j'ai envie de faire un fundraising, je vais créer mon pipeline dédié à faire mon fundraising avec mes propres étapes. Si j'ai besoin de créer ma base de données de fournisseurs, je vais créer ma base de données avec les bons tags, etc. etc. Deuxième point, au-dessus de ces workflows, c'est de créer de la collaboration, d'être capable d'assigner quelqu'un un contact, d'être capable de commenter sur un contact pour demander les next steps, d'être capable d'assigner un reminder à quelqu'un, etc. Et la troisième typologie de workflow, c'est des actions qu'on crée qui permettent d'activer ces contacts. Donc, par exemple, envoyer un message customisé à une liste de contacts, envoyer un follow-up à un contact, etc., etc.
Et troisième grande étape, au-dessus de ces workflows, c'est ce qu'on appelle les automations. Donc, c'est prendre ces workflows et les mettre dans des boucles d'automation, trigger action, qui vont me permettre de les automatiser. Par exemple, j'ai un nouveau candidat qui arrive, automatiquement, je lui envoie un mail de welcome dans le process. Il passe en in progress, automatiquement, je l'assigne à un hiring manager auquel j'envoie un reminder pour booker un événement. Il passe en recruited, je lui envoie un mail de félicitations automatiquement et je crée un reminder dans le calendrier du hiring manager pour se souvenir de faire une interview 3 mois après le recrutement parce que c'est la fin de la période d'essai. Par exemple, l'idée, c'est de permettre d'encoder de manière automatique tous mes process au sein de mon CRM. Donc voilà, ces 3 blocs, l'idée, c'est qu'ils permettent, mis bout à bout, de recréer n'importe quel CRM qui donne les outils aux utilisateurs pour recréer n'importe quel CRM custom facilement, en quelques minutes, et des CRM qui vont pouvoir évoluer en fonction des besoins de nos utilisateurs et avec leur équipe au fur et à mesure du temps, sans devoir faire appel, comme c'est le cas par exemple pour un Salesforce, à une équipe d'intégration à chaque fois que j'ai envie de changer de colonne. Très rapidement, ces 3 blocs, ils reposent finalement sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est un pilier d'intégration. Et c'est un sujet dont on va un peu parler aujourd'hui, mais la volonté en tant que CRM, c'est de gérer des contacts. Un contact, c'est un objet avec lequel on interagit sur une grande variété de supports, par email, par calendrier, sur des outils de communication par call, sur des social media, etc. Et donc, on a besoin d'avoir toute cette donnée qui est centralisée à un seul endroit. Le deuxième point, le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle data. Donc, c'est être capable, compte tenu du fait qu'on récupère énormément de données sur nos utilisateurs, de l'analyser et pour fournir à nos utilisateurs des insights qui soient actionnables. Cette personne, qui est-ce qui la connaît le mieux? Quand est-ce que j'ai interagi avec elle pour la dernière fois? À quel point, à qui je peux demander une introduction si j'ai envie de la contacter, etc. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle analytics. Donc, c'est être capable de créer des charts qui vont customiser, encore une fois, parce que c'est un grand design principle, la customisation, des charts customisés qui vont me permettre de suivre mes workflows simplement par rapport à ces contacts. Voilà. Pour rentrer maintenant dans le cœur du sujet, qui est finalement le sujet de l'activation, une des grandes métriques qu'on suit dans le SaaS, c'est, et en particulier dans des SaaS product-led bottom-up, c'est compte tenu du nombre de nouveaux sign-up qui arrivent sur mon produit, combien vont rester actifs? Combien vont rester actifs après une semaine, après N semaines, et vont continuer à utiliser le produit? C'est toute la stratégie d'onboarding, c'est ce que certains appellent les premiers miles, qui font que, en réalité, tu attires 100 utilisateurs et tu en as N qui vont pouvoir être actifs. Et ça, comme c'est top of the funnel en termes de métriques, ça a extrêmement d'importance ensuite par rapport au fait d'être successful ou pas en tant que SaaS. Nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que notre problématique d'activation était extrêmement liée au fait d'être capable de se transformer en, et excusez-moi l'anglicisme, Key System of Records pour nos utilisateurs. Un Key System of Records, c'est l'endroit où, en tant qu'utilisateur ou en tant qu'équipe, on va stocker notre donnée importante. Et nous, dans notre cas, c'est notre donnée importante liée à nos contacts. Donc, toute la donnée que je vais pouvoir avoir liée à mes contacts, notre objectif est de faire en sorte qu'elle soit centralisée dans Folk. Et comme on se le disait, les contacts, c'est des objets qui sont multiplateformes avec lesquels j'interagis dans une grande variété d'outils. Il y a un grand play d'intégration qui s'est imposé à nous. En particulier, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une approche de notre roadmap qui est extrêmement participative dans le sens où on va beaucoup parler à nos utilisateurs et on va avoir une approche très volontariste de la discovery. Donc, on essaye de tirer nos priorités via cette discovery. Donc, on parle à nos utilisateurs pendant des calls, à différents moments de leur life cycle en tant qu'utilisateur, que ce soit des calls de démo, des calls d'onboarding, des calls quelques semaines après qu'ils soient devenus utilisateurs. On fait des replays de sessions pour comprendre comment ils utilisent le produit. On utilise évidemment des analytics plus classiques en passant par segment et amplitude. Bref, on essaie d'avoir un panel d'informations à la fois qualitatives et quantitatives qui remontent à nous pour nous faire remonter nos priorités.
à la lumière de cet objectif d'activation et de se transformer en key system of records pour nos utilisateurs, un des points qui nous a été beaucoup augmenté, naturellement, c'est de développer une intégration avec LinkedIn pour avoir mes contacts LinkedIn qui sont automatiquement remontés dans Folk, vu que LinkedIn est un des réseaux professionnels les plus proéminents. Sauf que, évidemment, LinkedIn, monétisant leur graphe, n'ont pas d'API pour les contacts qui soient ouvertes. Et donc, c'est plutôt impossible d'avoir une intégration avec LinkedIn. Sauf que ce qu'on s'est dit là, c'est que ce qui nous intéressait, ce n'était pas tant les solutions que les personnes nous suggèrent, mais plus ce qu'on pouvait lire en filigrane à travers ces solutions comme étant les pains sous-jacents qui, là, étaient vraiment intéressants pour nous. C'est un peu la caricature d'Henry Ford à qui on demandait des diligences à vapeur parce que les gens voulaient des moyens de locomotion qui soient plus rapides et donc imaginer une solution à partir de la solution qu'ils ont déjà plutôt que de partager leurs problématiques. J'ai besoin d'aller plus vite et c'est ce à quoi Henry Ford est revenu pour créer finalement des voitures dont la forme est assez différente d'une diligence à vapeur. Du coup, ça nous a permis de comprendre, en effet, qu'il y a une problématique par rapport au fait que LinkedIn est un réseau social dans lequel on a de l'information pertinente sur les contacts, dans lequel, en particulier, cette information pertinente est à jour, ou la personne la maintient à jour, et qui permet de créer très simplement des listes de contacts filtrées par certains critères. Je veux contacter des investisseurs au UK, par exemple, où j'ai envie de contacter des candidats qui font de la product-led growth et de pouvoir construire ces listes de contacts. Sauf que ce dont on s'est rendu compte, c'est que le pain, c'était que c'était encore très manuel. Et on a vu sur pas mal de replays de sessions, notamment des personnes qui faisaient des copy-paste de first name, de last name, les uns après les autres, à qui ça prenait des plombes et qu'ils faisaient pourtant quand même parce qu'ils en avaient besoin. Du coup, ça nous a amené à nous dire qu'on avait envie de créer une solution qui allait permettre à ces utilisateurs d'exporter la donnée depuis LinkedIn très simplement et de pouvoir l'importer dans Folk très simplement sans pour autant que ça soit une intégration. Cette conclusion, on l'a également inscrit dans une proposition de valeur plus large et une stratégie plus large qui consiste à se dire que on a envie que nos utilisateurs puissent travailler dans Folk depuis n'importe où. On a envie que nos utilisateurs, finalement, puissent importer des contacts dans Folk depuis les outils qu'ils utilisent déjà. Je suis en train d'envoyer des mails, j'apprends une nouvelle par rapport à un candidat, j'ai envie de pouvoir mettre à jour cette donnée directement dans mon CRM qui est Folk. Je suis sur LinkedIn, sur un profil d'un investisseur que je trouve intéressant, que j'ai potentiellement envie de contacter dans le cadre d'un flow d'investissement. Je vais le rajouter directement dans Folk depuis cette page LinkedIn. Je suis sur une recherche LinkedIn où je fais une recherche par rapport à des fournisseurs sur une typologie de métier. J'ai envie de pouvoir exporter directement cette liste de fournisseurs et l'importer dans Folk. Et on veut que cette proposition de valeur, aujourd'hui qui est possible dans Folk, sur Gmail, sur LinkedIn et sur un certain nombre d'autres outils, puisse se retrouver sur l'ensemble des outils professionnels avec lesquels nos utilisateurs soient amenés à interagir pour limiter le context switching. On ne veut pas que pour travailler dans Folk, on ait besoin de changer de table, revenir dans Folk, réouvrir Folk. On veut qu'on puisse le faire on veut que nos utilisateurs puissent le faire depuis les outils sur lesquels ils travaillent déjà. C'est quelque chose qu'on a appelé de manière assez marrante Productivity Without Borders. Donc le fait qu'on n'ait pas besoin qu'il n'y ait pas de frontières opaque et étanche entre les outils professionnels qu'on utilise, mais que finalement, on doit être capable d'updater son CRM depuis n'importe quel outil. Ce qui est également assez intéressant du coup dans cette solution que je vais pouvoir décrire, c'est que ça se manifeste comment? C'est une extension qu'on va pouvoir installer dans son browser en tant qu'utilisateur. Et en allant sur n'importe quelle page LinkedIn ou n'importe quel profil LinkedIn, je vais pouvoir cliquer sur mon extension, récupérer la donnée
que j'ai sur ce contact dans l'extension et la rajouter dans Folk. Je vais pouvoir faire la même chose depuis, par exemple, une recherche LinkedIn. Je vais pouvoir faire la même chose depuis un échange sur Gmail. Je vais pouvoir faire la même chose depuis un call Zoom où je vais pouvoir prendre des notes directement sur les personnes avec qui je suis en call pendant ce Zoom et les synchroniser avec Folk. Donc voilà, ça s'inscrit dans cette proposition de valeur plus large. On va pouvoir faire une petite démo pour montrer à quoi ça ressemble parce que je pense que c'est intéressant. Et ensuite, revenir à la go-to-market stratégie qui est associée à cette extension. Je vais départager mon écran pour pouvoir partager une autre page. Hop. Hop là. Donc, en partageant mon écran à nouveau, ici, ce qui est assez intéressant, c'est que si je clique donc sur la première personne que je trouve dans Folk, je vais pouvoir simplement cliquer sur mon extension et ça va me permettre de récupérer toute la donnée que j'ai associée à donc, ce contact dans Folk et pouvoir le rajouter très rapidement à n'importe quel groupe, que ce soit pour une personne donnée, que ce soit pour une recherche. Donc, je vais pouvoir faire une recherche, par exemple, des investisseurs en crypto, ouvrir ma recherche, cliquer sur mon extension et récupérer du coup également toute cette donnée. Je vais pouvoir le faire également depuis un thread Gmail. Si j'ouvre un thread Gmail, par exemple celui-ci, hop là, je clique sur mon extension, je récupère également la donnée liée à cette personne et je vais pouvoir choisir le groupe dans lequel je vais vouloir ajouter cette personne. Donc, c'est assez simple comme proposition de valeur. L'idée, c'est que simplement, ça permet d'automatiser un process qui aujourd'hui était très manuel, le fait de construire des listes de contacts à jour que je vais pouvoir ensuite activer, mais de le rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et de le faire en contexte depuis les outils que j'utilise déjà plutôt que de le faire en copy-pastant sur une spreadsheet. Et peut-être juste pour voir comment ça s'insère dans Folk. L'idée de Folk, donc, comme on se l'est dit, c'est que c'est un CRM dans lequel on va être amené à créer un espace de travail. Cet espace de travail, je vais pouvoir y rajouter les membres de mon équipe avec lesquels j'ai envie de collaborer. Je vais pouvoir y connecter mes sources de communication qui vont être importées automatiquement, hein, à la fois mes contacts, mes emails et mes événements de calendrier. Toute cette donnée va être dédupliquée, elle va être enrichie et elle va être rendue cherchable pour que je puisse chercher quelqu'un très rapidement. Je ne sais pas si je cherche un investor, bam, je vais trouver un investor en 2 secondes. Et donc, je vais pouvoir chercher en fonction de n'importe quelle chose. Ensuite, l'idée, c'est que je crée des groupes, comme on le voit ici sur la sidebar de gauche, qui vont me permettre de catégoriser mes contacts, de choisir avec qui je vais les partager dans mon équipe, avec une, plusieurs ou toutes les personnes, pour que ça soit vraiment customisé en termes de collaboration. Et de pouvoir finalement ensuite choisir d'où je vais importer tous ces contacts. Je vais pouvoir les importer simplement en les cherchant. Donc, je ne sais pas si je cherche quelqu'un chez Axel, par exemple, je vais pouvoir rajouter ces personnes très simplement. Je vais pouvoir importer des fichiers CSV depuis n'importe où. Je vais pouvoir connecter des intégrations, donc n'importe quelle typologie d'intégration, notamment en utilisant Zapier, des contacts qui viennent d'un form, d'un calendrier, etc. Et enfin, la troisième partie, c'est de rajouter ces contacts depuis LinkedIn, depuis Gmail, au moment où j'échange avec eux. On est en train de sortir également l'application Zoom pour les rajouter depuis Zoom. Et l'idée, c'est de toujours s'orienter vers le fait d'être le key system of records pour nos utilisateurs, donc en permettant de rajouter d'autant plus de manières de pouvoir consolider sa donnée importante sur ses contacts dans Folk. Et ensuite, l'idée, c'est de créer vraiment son propre CRM en utilisant tous les champs qu'on veut, assigner des owners, lier des contacts entre eux, assigner une compagnie, créer des tags, avoir des champs qui sont calculés automatiquement, comme la dernière interaction, le nombre d'interactions. Si je me rends compte que je n'ai pas interagi avec cette personne depuis longtemps, je vais pouvoir créer un reminder pour moi ou pour une personne de mon équipe à une certaine date et avec une répétition ou pas. Si j'ai besoin, suite à cette liste de contacts que j'ai construit sur LinkedIn, de contacter tous les investisseurs qui font de la green tech, je vais pouvoir créer une vue dédiée sur green tech, hop, et pouvoir les faire entrer dans un flow de messages. Donc, où je vais leur envoyer un mail qui va être customisé, mais
créer en bulk. Donc, je dois contacter 100 investisseurs CleanTech. Je n'ai pas envie de me taper 100 mails différents. Je veux plutôt créer un mail par rapport auquel je vais pouvoir avoir les analytics et où je vais pouvoir réutiliser les variables que j'ai par ailleurs. Donc, par exemple, first name, nice to meet you. Ou alors même, encore plus simplement, partir d'un template qui existe déjà, par exemple, Investor Update. Et je vais pouvoir review chacun de ces messages indépendamment un par un. Chacun va être customisé. Et si, par exemple, ici, j'ai oublié elle n'a pas de compagnie name, ben, je vais pouvoir le rajouter à la mano et c'est uniquement ce message qui va être consolidé. Une fois que j'ai envoyé ce message, je peux certainement pouvoir traquer mes investisseurs, ceux qui m'ont répondu, ceux qui ne m'ont pas répondu, etc. Donc, je vais pouvoir switcher en mode, par exemple, pipeline, créer mon pipeline sur mesure et gérer finalement mon workflow avec ces investisseurs, ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, etc. Et si j'ai besoin d'avoir plus d'informations par rapport à un de ces contacts, hop, je vais pouvoir cliquer dessus. Je vais avoir l'historique des interactions que j'ai échangées avec ce contact, donc les emails, les événements de calendrier, etc., avec une preview et la possibilité d'ouvrir pour avoir plus d'informations. Les commentaires que j'aurais fait qui me permettent de collaborer sur ce contact avec mon équipe. Et enfin, j'ai la possibilité de créer des reminders collaboratifs. Voilà. J'en reste là un peu pour la démo. Mais l'idée, juste pour revenir en quelques secondes sur FolkX, ce qui est assez intéressant sur cette extension, c'est que c'est une fonctionnalité du produit qui permet de faire des choses simples à nos utilisateurs, mais il y a aussi une go-to-market stratégie qui est associée parce que c'est ce qu'on appelle chez nous un product lead magnet, à savoir une partie de ton produit qui est un sous-produit qui constitue en lui-même une proposition de valeur très simple et qui permet aux utilisateurs d'en tirer profit à un instant T et donc d'être plus à même de s'onboarder plus largement sur le logiciel dans son ensemble. C'est de la même manière que, par exemple, Notion utilise ce brand comme une note-taking app, et alors que c'est beaucoup plus. Mais ce qui permet aux utilisateurs donc, de venir pour cette proposition de valeur très simple et ensuite, via l'usage, de découvrir les views, les databases, le fait qu'on puisse en faire un wiki et d'autres choses beaucoup plus larges. Et de la même manière, FolkX, ça nous permet de proposer un outil avec une proposition de valeur très simple, créer des listes de contacts actionnables depuis LinkedIn et ensuite d'être plus à même de découvrir toutes les fonctionnalités qui viennent avec le fait de s'onboarder sur des views, des groupes, de l'envoi de messages, de consolider ses interactions, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi et je suis ravi de répondre aux questions s'il y en a. Canon. Canon. On va prendre les questions. Moi, j'en ai une en attendant que les gens se manifestent sur le chat. N'hésitez pas. Par rapport justement j'espère déjà que ça vous a inspiré. Où il y a beaucoup de PM là dans l'audience. Donc, est-ce que vous êtes tous dit, vous avez essayé d'imaginer un peu le product lead magnet que vous pourriez lancer pour votre produit? Et justement, Simon, est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit framework ou en tout cas une approche à proposer, tu vois, aux products qui voudraient créer leur product lead magnet? Comment vous y êtes pris et c'était quoi un peu votre approche? Ouais, c'est un super point. Un des éléments importants pour un product lead magnet, c'est qu'il faut que la proposition de valeur soit très très simple et qu'elle réponde à un besoin utilisateur très simple sur lequel potentiellement il peut y avoir des outils existants, quoi. Par exemple, nous, un autre élément qu'on construit comme étant un product lead magnet, c'est un outil de mail merge. Donc, qui permet de répondre à une problématique simple. J'ai 100 contacts, j'ai envie de leur envoyer un mail customisé. Comment leur envoyer un mail customisé à ces 100 contacts, si ce n'est en créant 100 mails depuis Gmail. Donc, c'est une catégorie de produits qui existe, c'est un problème qui est simple, qui est identifié par rapport auquel c'est possible de se brander comme répondant à cette catégorie de produits. Le deuxième point, ensuite, il faut que ce produit s'insère de manière très naturelle dans l'expérience de ton produit et donc que ça t'amène finalement des personnes qui vont avoir la même typologie de besoin de telle sorte à ce que l'objectif finalement, c'est qu'ils s'onboardent via le lead magnet et qu'ensuite ils découvrent via l'usage et non pas via le marketing le reste de ton produit de manière plus large. Donc moi, je dirais que c'est ça les deux grandes typologies de critères que je regarderai pour lancer un lead magnet. Voilà. Ok, non. On a Benjamin qui t'a posé une question un peu spécifique sur la feature. Est-ce que tu veux prendre le micro, Benjamin, pour poser ta question? Ouais, j'avais juste une question sur l'import des fichiers Excel et CSV. J'ai cru reconnaître que c'était Flatfile que vous utilisez ou pas?
Ouais, complètement. On utilise Flatfile. En effet, c'est un provider et il y en a plusieurs qui se positionnent sur ce créneau qui consiste à te permettre d'avoir un outil d'import de fichiers CSV qui va te permettre de mapper la donnée que tu vas récupérer sur ce fichier aux colonnes dans ta database. Ça permet de gagner pas mal de temps pour avoir une expérience qui est plutôt fiable. Donc, nous, on est plutôt content. Et deuxième question alors, niveau pricing, ils sont pas trop chers parce que nous, on avait exploré cette solution dans la boîte où je travaille et on s'est rendu compte que le pricing était très très cher. Il faut bien négocier. Ok. Peut-être Ou aussi, alors, c'est peut-être une question de nombre de users. C'est peut-être une question de nombre de users, en effet, mais c'est une boîte qui est très sales-led et qui sont assez ouverts à la négociation. Ok. petite question sur ta discovery, tu l'as mentionné un petit peu, Simo. Tu as même mentionné amplitude, tu as toute une dimension vraiment analytique sur ta discovery et aussi des process. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus en détail? Oui, bien sûr. Alors, nous, on essaie de faire en sorte de parler en permanence à des utilisateurs et de leur parler avec des touchpoints qui seraient différents. Tout ça avec pour objectif d'alimenter à la fois notre vision de produit et d'alimenter les projets sur lesquels on va être amené à travailler en tant qu'équipe. Donc, quand je dis touchpoints différents, on en a trois grands points qui alimentent notre discovery. Le premier, c'est tous les calls utilisateurs qu'on fait. Donc, qui sont des calls où soit on va rencontrer des utilisateurs au moment de leur onboarding pour les aider à set up leur compte, ils vont nous partager leur écran et on va voir comment ils se débrouillent sur le produit. C'est un peu des live usability sessions. Deuxième point, c'est des démos. On fait une démo à un utilisateur qui se pose la question d'avoir besoin d'un CRM et du coup, nous, ça nous met dans une posture où on comprend quels sont les arguments où ils sont sensibles, ceux auxquels ils sont moins sensibles, quels sont les demandes qui nous remontent. Donc, il y a aussi un intérêt à ça. Le troisième point, c'est de faire des sessions qu'on nous on appelle de catch-up avec des utilisateurs qu'on essaie d'être assez proche d'eux et quelques semaines après leur onboarding, on revient vers eux pour leur demander de nous dire qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, comment ils l'utilisent au quotidien pour essayer vraiment de se mettre… L'idée, c'est vraiment de se mettre dans la tête d'un metteur en scène. Si je devais filmer cet utilisateur et reproduire un film, comment… au moment où il utilise Folk, j'ai envie de parfaitement comprendre quel est son workflow, quelles sont ses problématiques, quel est le trigger à la base qui lui fait se dire je vais partir sur Folk, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est les sessions. Deuxième point, c'est qu'on essaye de faire des replays de sessions, donc de comprendre de manière anonymisée comment des utilisateurs utilisent le produit. On utilise un outil qui s'appelle Full Story pour ça, et il y en a plein d'autres. Ça permet sans contexte, de voir là où les personnes, on voit que leur souris va un peu dans tous les sens parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils devraient faire, ou les moments où tu as du rage click parce que tu te dis que ça devrait marcher, bref. Et troisième point, c'est finalement moins qualitatif comme typologie de données, mais c'est d'avoir un framework analytics. Nous, on utilise Segment pour ça, qu'on visualise notamment dans Joom ou dans Amplitude, et qui te permet de voir quelle typologie d'action, si tes utilisateurs les réalisent, font en sorte que finalement ces utilisateurs soient plus actifs, soient plus retenus. Et ce que tu auras envie de faire, c'est de te dire que si pour ces utilisateurs ça a marché de faire cette typologie d'action, il faut que j'essaye d'incentiver le reste des utilisateurs à également faire cette typologie d'action. Un exemple, c'est Falkix, l'extension Chrome. On s'est rendu compte que ça permettait d'améliorer l'activation. Donc, nous, on incite nos utilisateurs à l'utiliser. Excellent. Est-ce qu'on a des personnes qui veulent poser des questions? N'hésitez pas à juste unlock votre mic et poser votre question à Simo sur… Petite question sur le Folk. Qu'est-ce qu'on a sur la… Qu'est-ce qu'on a sur la roadmap là, sur les prochains, sur Q3, Q4? Yes, l'idée c'est, sans rentrer vraiment dans le détail du détail, l'idée c'est vraiment de continuer sur cette structure que j'ai partagée, qui est de construire une database qui te permet de centraliser, d'organiser, de partager des contacts. Il y aura plus de sources qui vont arriver dans cette database et plus de fonctionnalités qui vont permettre de toujours mieux être le key system of record pour nos utilisateurs.
Deuxième point, c'est les workflows. Donc, il y a de nouvelles actions, de nouvelles vues qui vont arriver et qui vont être ces nouvelles briques qui vont permettre d'aller plus loin dans la typologie de logiciels qu'on va créer. Et certainement, à partir du Q4, on rentrera dans les automations. Canon. Et moi, j'ai une autre petite question, si je peux me permettre. Vas-y, Et Benjamin. au niveau AI, est-ce que vous avez prévu des choses, de faire un peu de recommandations? Par exemple, ça fait une semaine que tu n'as pas contacté tel lead, est-ce que tu ne veux pas le recontacter? Tu n'as pas eu de réponse, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez à faire? Ouais. Ouais, mais en fait, le sujet data, c'est des sujets sur lesquels on a déjà commencé à travailler, en particulier sur un algorithme de scoring, donc qui permet de scorer la relation entre un utilisateur de Folk et un contact. Ce que ça te permet de tirer ça comme insight, c'est par exemple ce contact dans ta team qui est la personne qui est la plus proche de lui, si tu veux lui demander une intro. Dans cette boîte, donc, supposons que j'ai envie de contacter quelqu'un chez Apple, qui est la personne qu'une personne de ta team connaît le mieux. Donc, qui est le couple de relations le plus proche, ben, en fait, je me rends compte que c'est c'est Head of Sales qui connaît super bien le Head of Sales d'Apple. Du coup, si j'ai envie d'avoir une bonne intro chez Apple, c'est par eux que je dois passer. Donc, ça, c'est un premier point de recommandation sur lesquels on est en train de travailler. Après, ce que tu mentionnes, c'est presque des filtres plus classiques, quoi. Si tu as envie de te mettre un filtre, toi, en tant qu'utilisateur, ma date de dernière interaction est supérieure à une semaine, alors envoie-moi un reminder. Ça va, c'est possible, mais c'est moins de l'intelligence. OK. Et pour ton algorithme de scoring par rapport aux personnes qui sont connectées, c'est les données de LinkedIn, c'est ça? Non, c'est pas uniquement les données de LinkedIn, c'est toutes les données, par exemple, d'échange d'emails que Ouais. ces personnes ont pu avoir entre eux, tous les événements de calendrier, toute la fréquence de ces échanges d'emails, leur nombre, leur typologie. Et demain, tu peux imaginer rajouter de l'analyse de sentiments sur les emails, etc., etc. Tu peux aller assez loin dans la granularité de scoring. Très sympa. OK. Canon. Est-ce qu'on a une petite dernière question pour closer? Coco, c'est Valère, je sais pas si tu m'entends. Ouais. On t'entend bien, Valère, vas-y. J'ai une question pour toi, Simon. J'ai pas très bien compris un peu la culture produit. Comment les décisions sont faites? J'ai l'impression que tu parlais beaucoup d'interviews, donc c'est une approche qui est plutôt bottom-up. Mais est-ce que par exemple vous avez des OKR qui sont partagés, ensuite divisés en différentes actions, etc. Donc une approche un peu aussi top-down. Si tu pouvais clarifier ça. Complètement, complètement. C'est une super question. Nous, l'idée, c'est que la discovery vient pas nous dire ce qu'on doit faire. Elle vient alimenter notre compréhension des problèmes utilisateurs. Et on a envie d'être en permanence en contact avec les utilisateurs pour avoir le plus de contexte possible. Ensuite, en parallèle, en effet, nous, on a ce qu'on appelle des cycles qui durent 4 mois. Et sur chacun de ces cycles, on se donne des objectifs à la fois au niveau go-to-market, au niveau produit, que ce soit en termes d'activation, de rétention, etc. Et au niveau team. Donc, le produit, c'est un des éléments de cette stratégie plus large. Par rapport à des éléments qu'on a envie d'atteindre. Donc, si on se dit qu'on a envie de travailler énormément sur l'activation, on va être amené à prioriser des projets qui vont dans le sens de cette activation. Ensuite, nous, un point important, c'est qu'on veut en effet travailler sur nos métriques, mais qu'on veut aussi que ça s'inscrive dans une stratégie produit, dans une vision produit plus large. Donc, finalement, on combine ces 3 éléments. Une connaissance qu'on essaye d'avoir de nos utilisateurs et qui est beaucoup qualitative. 2, des objectifs quantitatifs qu'on se donne cycle par cycle, un cycle durant 4 mois et où on choisit ce sur quoi on a envie de travailler, plus l'activation, plus la rétention, plus l'engagement, plus le top of the funnel, bref. Et 3, une stratégie produit qui donne le cap par rapport à là où on a envie d'aller. On ne va pas travailler sur des projets qui, aujourd'hui, vont permettre d'améliorer l'activation, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du software qu'on veut construire à long terme. Donc, voilà, on essaie de combiner un peu ces 3 éléments pour prioriser nos projets. Super, merci pour ces compléments. Et peut-être, Simon, justement, qu'est-ce que tu peux attendre vous avez eu quoi comme résultat justement sur ces 4 mois d'activation? Qu'est-ce que tu peux attendre de la mise en place d'un Product Lead Magnet, toute cette approche un peu Product Led Growth en termes de résultats concrets? Tu vois, ça a eu quoi comme résultat concret chez vous, chez Folk?
Ouais, c'est une super question. Nous, comme résultat concret, sur la base d'utilisateurs qui ont utilisé FolkX pour rajouter des contacts depuis LinkedIn, on a eu une activation de la semaine 0 à la semaine 1 qui était 20% supérieure, donc 20% de plus en activation, donc c'est vraiment conséquent. Donc voilà, ça a super bien marché. Tous les lead magnets ne marcheront pas tous aussi bien les uns que les autres, quoi, et l'idée, c'est qu'il faut avoir une forte célérité de test qui permet de voir ce qui marche, voir ce qui marche pas et répéter les succès. Faut itérer, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Simo, et merci à tous d'avoir été là.